Bonjour, je suis Elodie Feigeau de l'association asile.ch et je suis responsable du comptoir des médias, qui est un projet d'action et de sensibilisation destiné aux médias romans. Donc le point presse d'aujourd'hui, c'est le 10e d'une série qu'on organise en partenariat avec le NCCR on the Move, qui est le pôle de recherche national sur la migration et la mobilité. Donc l'objectif de ces points presse, c'est de permettre le dialogue entre les médias, la recherche scientifique et les professionnels du terrain sur un sujet d'actualité. La criminalité des personnes étrangères, elle revient régulièrement dans le débat parlementaire. Et dans un contexte qui est marqué par la criminalisation de la migration et le recours croissant à l'enfermement, on a choisi de faire cette 10e édition des points presse sur la détention pénale et administrative comme outil de gestion migratoire. Après les présentations de nos deux intervenants du jour, vous aurez l'occasion de leur poser toutes vos questions. Donc, je laisse à présent la parole à Marie Vieumier, qui est journaliste parlementaire pour les radios régionales romandes et qui modère la discussion d'aujourd'hui. Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à ce point presse. Voilà, moi je trouve c'est particulièrement intéressant de pouvoir un peu mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une surreprésentation des personnes étrangères dans les prisons suisses. Enfin, c'est vrai que souvent on a des chiffres, mais c'est toujours très difficile de comprendre ce qui se cache derrière. Donc ça va être une partie intéressante. Et puis ben tout ce qui est détention administrative, c'est quelque chose qui est très particulier parce que on met des gens en prison qui n'ont en fait commis aucun crime. C'est tout un pan que je trouve aussi intéressant de pouvoir mieux comprendre en lien avec la migration en tant que journaliste en tout cas. Donc je me réjouis d'entendre les deux présentations du jour. Et puis bah, je donne tout de suite la parole à Luca Gnedinger. Je vous laisse vous présenter et puis commencer votre présentation. Merci Marie. Donc moi je m'appelle Luca Gnedinger, je suis chercheur doctorant à l'Université de Neuchâtel, à l'Institut de géographie associé aussi au NCCR on the Move. Et donc je mène une thèse de doctorat actuellement sur la criminalisation de l'immigration dite indésirable en Suisse. Et je me suis intéressé, j'ai mené beaucoup d'entretiens avec des anciens détenus sans permis de séjour et je me suis intéressé aussi à cette question de la surreprésentation des étrangers dans les prisons suisses. Et j'ai cherché à expliquer un petit peu les causes de cette situation. Je vais vous partager maintenant un PowerPoint pour la suite de ce petit exposé. Je vais faire court pour qu'on ait du temps pour les questions. Moi, j'aime bien commencer par montrer cette carte qui montre donc le pourcentage d'étrangers parmi la population carcérale des pays européens, parce qu'on y voit très bien que la Suisse, en fait, c'est un cas absolument extrême en Europe. C'est le seul pays de plus d'1 million d'habitants à avoir autant d'étrangers dans sa population carcérale, plus de 70 cette année encore. Les seuls pays qui se rapprochent de ce taux-là, c'est eux qui ont une population à peu près équivalente, c'est l'Autriche et la Grèce, mais qui n'ont que 50% d'étrangers dans leur prison. On est donc à un cas absolument extrême et particulier, en fait, en Suisse. Et c'est une situation en Suisse qui est aussi nouvelle, et c'est ce qu'on voit ici, où on voit l'effectif de détenus en exécution de peine en gris les Suisses et en bleu les étrangers, et on voit très bien que dans les années 80, ce sont les Suisses qui étaient ultra majoritaires en exécution de peine en prison, et qui représentaient à ce moment-là 2 tiers des détenus. Et aujourd'hui, une situation qui est absolument inversée, le trafic va que jusqu'à 2020, mais la situation est absolument la même aujourd'hui, ce qui vaut d'ailleurs pour tous les graphiques que je vais présenter. Donc la question que je me suis posée un peu, c'est d'où vient cette forte présence des étrangers dans les prisons suisses. Et là, il y a plusieurs explications possibles. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en Suisse? Est-ce que ce serait lié à la criminalité des étrangers? Est-ce que ce serait lié plutôt aux discriminations policières et judiciaires ou à la criminalisation de l'immigration en tant que telle? Pour ce qui est du nombre d'étrangers, on pourrait penser que c'est lié à ça, parce qu'il y a effectivement une forte proportion d'étrangers en Suisse, qui a peut-être le fait qu'ils ont le droit de la nationalité suisse. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça qui explique la situation, et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, où vous avez donc l'effectif de détenus en exécution de peine, en détention préventive, vous dites provisoire, c'est la même chose, et en détention administrative. L'exécution de peine et la détention préventive, c'est ce qu'on appelle la détention pénale, en faisant la distinction avec la détention administrative. Et dans ce graphique, on voit très bien qu'en fait, les étrangers qui sont les plus nombreux en prison ne sont pas du tout les étrangers avec un permis de séjour, mais sont les étrangers sans permis de séjour, qui sont donc là en bleu foncé, et qui représentent à eux seuls euh, environ la moitié de tous les détenus en Suisse. Lucas, Pourtant, excuse-moi, oui, de t'interrompre, on voit les slides en petit. Je ne sais pas si c'est possible de mettre en mode diaporama, comme ça tout le monde peut-être peut bien voir un peu sûr, mieux. je pensais l'avoir fait. Ah voilà, hop, hop, Voilà, hop. super, là c'est Voilà, parfait. excusez-moi. Pas de souci. Donc, ce qu'on voit très bien ici, c'est qu'en fait, ce sont les étrangers sans permis de séjour
qui, d'après toutes les estimations, c'est des estimations, hein, parce que parmi eux, il y a donc les personnes en procédure d'asile, les personnes déboutées de l'asile, et aussi les personnes qu'on qualifie de sans-papiers, qui vivent donc clandestinement en Suisse, qui ne sont pas recensées. Donc, mais d'après toutes les estimations qui existent et qui sont plutôt sérieuses et concordantes, ces personnes-là représentent seulement 2% de la population suisse, mais représentent donc la moitié de tous les détenus. Et donc, et ça de façon stable depuis les années 90. Donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en Suisse qu'il y a beaucoup d'étrangers en prison. Se pose ensuite la question de la criminalité. Est-ce que c'est la criminalité de ces personnes qui explique leur surreprésentation massive en prison? Euh, je pense qu'à ce niveau-là, il faut dire deux, trois choses essentielles pour déconstruire aussi ce qu'on entend souvent dans la presse, ce que relaie le discours nationaliste d'extrême droite, etc. D'abord, il faut dire, c'est toujours bien de le rappeler, que la criminalité, donc entendue comme le nombre d'infractions enregistrées au code pénal, elle est stable, voire en baisse tendancielle depuis 40 ans en Suisse. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique-là, qui est divisé en deux pour des raisons de décompte statistique. Mais ici, on voit que le nombre d'infractions enregistrées au code pénal, il est globalement stable, voire en baisse depuis 40 ans. Donc il faut garder ce fait-là en tête. Sur la même période, le nombre d'étrangers en Suisse, il a plus que doublé. Et on a là des chiffres, des chiffres absolus. Donc, bon, c'est déjà une première manière de remettre en cause cette idée-là. Ce qu'il faut dire ensuite, c'est que l'idée que la propension des étrangers à commettre des infractions est plus élevée, c'est en fait une forme de fausse vérité qui cache l'influence d'autres facteurs. C'est-à-dire que si je vais maintenant regarder les statistiques de l'Office fédéral de la statistique sur les vols, je vais effectivement voir que les étrangers sont légèrement surreprésentés parmi les personnes qui commettent cette infraction. Mais il y a un criminologue qui a écrit un article très célèbre qui est publié d'ailleurs sur asile.ch qui soulève que si les étrangers sont surreprésentés dans la criminalité, c'est en réalité aussi le fait de toute personne de plus d'1,75 m. Et pourquoi alors ce fait-là, comment ça se fait? Est-ce qu'on doit mettre des politiques particulières en œuvre pour traiter de la criminalité des grandes personnes? Eh ben, en vérité, évidemment non. Ce que ça cache le fait que les personnes de plus d'1,75 m sont majoritairement des hommes. Et il y a quatre facteurs socio-démographiques qui sont bien connus pour avoir une influence sur la criminalité. Ce sont le sexe, les hommes commettent plus d'infractions que les femmes, l'âge, les personnes jeunes commettent plus d'infractions que les personnes plus âgées, le niveau de formation et le niveau de richesse. Les personnes peu formées et pauvres commettent plus d'infractions tendanciellement que le reste de la population. Il se trouve que les étrangers globalement, sont surreprésentés dans cette catégorie de la population, parmi les jeunes hommes pauvres peu formés. Et ils sont donc aussi surreprésentés dans les statistiques de la criminalité comme les personnes de plus d'1,75 m. Ça, c'est une première chose qu'il faut dire. Il y a des études d'ailleurs qui montrent que dans les cantons où les requérants d'asile ont la possibilité de travailler, la criminalité des requérants d'asile chute. Donc il y a évidemment voilà, des facteurs sociaux qui sont liés à ça. Il y a encore un autre élément, je pense, qui est important de mentionner, c'est la surexposition à la police. Et ces statistiques de la criminalité, elles cachent ça. Puisque, évidemment, ce qui est compté, ce sont les infractions enregistrées par la police. Or, le fait d'être plus souvent en contact avec la police augmente évidemment les probabilités d'être enregistré en tant que criminel. Il y a d'ailleurs certaines infractions. Je pense ici à ce qui aurait trait à l'outrage, ça s'appelle autrement en droit suisse, mais en bref, le fait de s'opposer à des décisions de fonctionnaires, notamment de policiers. Pour commettre cette infraction, il faut nécessairement être en contact avec des policiers. C'est-à-dire que si un pan de la population n'est jamais en contact avec la police, elle n'a pas l'occasion de commettre cette infraction. Il y a tout un ensemble de biais de ce type-là qui conduisent à une surreprésentation statistique de certaines populations, dont les étrangers, en particulier les étrangers sans permis de séjour, en particulier ceux marqués par la différence raciale, dans les statistiques de la criminalité, mais qui cachent en réalité d'autres facteurs. Le fait donc de dire que les étrangers commettent plus d'infractions que le reste de la population, c'est en fait un argument fallacieux en réalité. Donc ça, c'est des éléments à garder en tête. Mais du coup, se pose la question de comment s'explique cette surreprésentation carcérale absolument massive, puisque même si les étrangers sont légèrement surreprésentés dans la criminalité, c'est pas du tout au niveau de ce qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire que les 2% d'étrangers sans permis de séjour, qui représentent la moitié de l'ensemble de tous les détenus, ça c'est complètement décorrélé des questions de criminalité et rentre en réalité en compte d'autres facteurs qui sont les plus prépondérants et que je vais présenter le plus rapidement possible.
D'abord, la question de la discrimination policière et judiciaire. On distingue à ce niveau-là souvent les discriminations directes des discriminations indirectes. Donc les discriminations indirectes, celles qui sont pensées dans un but discriminant. Les discriminations indirectes, c'est des discriminations qui ne sont pas pensées dans ce but, mais découlent secondairement de procédures qui sont pensées pour une autre raison. Parmi les discriminations directes les plus connues et documentées, maintenant il y a la question du profilage racial qui est extrêmement bien établie, même si elle reste très dure à chiffrer. Dont les récentes polémiques lausannoises sur l'action du racisme policier attestent évidemment de tout ça, mais je veux dire, on savait tout ça depuis bien longtemps. Il y a aussi la question de la punitivité variable des juges, des procureurs. Est-ce qu'on demande des peines plus sévères pour une personne étrangère? Il y a peu d'études sur la question, mais les rares études qui existent montrent qu'il y a effectivement matière à s'en soucier. Il y a notamment une étude qui a été menée en 2013 et qui allait demander à des procureurs si ils étaient eux-mêmes discriminants dans leur pratique en fonction de la nationalité de la personne qu'ils avaient devant eux. Environ un tiers des procureurs admettent eux-mêmes que c'est le cas et qu'ils ont peut-être un biais à ce niveau-là. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous pensez que vos collègues, euh, eux, sont discriminants dans la pratique de leur métier? Bon, là, le taux grimpe à deux tiers, c'est-à-dire que deux tiers des procureurs pensent que leurs collègues, oui, peuvent être discriminants au regard de la nationalité. Donc il y a quand même des indices sérieux sur cette question. Et puis pour ce qui a trait aux discriminations indirectes, alors là, il y a toute une suite de discriminations qu'on pourrait citer ici. La question des conversions des amendes et des peines pécuniaires en peines privatives de liberté, c'est-à-dire ce mécanisme légal qui fait qu'en Suisse, lorsqu'une amende ou une peine pécuniaire n'est pas payée, elle est convertie en peine privative de liberté, qui est évidemment un mécanisme discriminant pour les personnes qui ont peu de moyens, et en particulier pour les personnes qui n'ont aucun moyen, puisqu'elles sont capables de personnes indigentes ne peuvent pas payer une amende, même si elle est censée être proportionnelle au revenu. Il y a un plancher que certaines personnes ne peuvent pas du tout payer. Donc ça, c'est une discrimination qui est une discrimination financière, monétaire. Et puis il y a des discriminations qui visent directement les personnes sans permis de séjour en particulier. La détention préventive, notamment, est souvent utilisée au motif du risque de fuite. C'est-à-dire c'est un des motifs qui permet de placer une personne en détention préventive. Et dans le cas des étrangers sans permis de séjour, à peu près indépendamment de toutes les garanties de représentation qu'elles peuvent présenter, c'est-à-dire un travail, des relations familiales, amicales, etc., on va considérer que le fait qu'elles n'ont pas de permis de séjour est surdéterminant et donc on va à peu près d'office, dans beaucoup de cantons, les placer en détention préventive. C'est notamment le canton de Genève est particulièrement connu en la matière. Euh, pour la même raison, c'est-à-dire l'invocation du risque de fuite, les étrangers sans permis de séjour bénéficient moins des peines alternatives, donc du travail d'intérêt général. Elles bénéficient aussi moins d'un pronostic favorable à une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine dont bénéficient la plupart des personnes en exécution de peine, etc., etc., etc. On pourrait lister ensuite un ensemble d'autres discriminations qui ont entraîné une moins bonne défense, à la non-maîtrise de la langue, etc. En fait, on arrive au final à une espèce de situation de cumul des désavantages tout au long de la procédure, depuis les premières interactions avec la police jusqu'à à la condamnation et encore par la suite d'ailleurs en prison, qui aboutissent à une espèce de situation finale, je pense qu'on peut dire, de racisme institutionnel, qui est caractéristique du traitement pénal des immigrés dits indésirables, qui sont ultra majoritairement originaires des anciennes colonies européennes et des marges racialisées du continent européen. Donc ça, c'est sur la question des discriminations. Il y a un exemple statistique qui a trait au travail d'intérêt général qui montre que, en gros, les étrangers sans permis de séjour n'en bénéficient pas, mais on va passer dessus par manque de temps. Se pose ensuite, et finalement, dernière chose, la question de la criminalisation de l'immigration en elle-même. Et là, je ne parle pas d'une criminalisation au sens discursif, c'est-à-dire la construction médiatique dans le discours de l'immigration comme une menace. Je ne parle pas non plus de la criminalisation au sens de l'idée qu'on entend parfois de pousser au crime, c'est-à-dire que, par exemple, en maintenant une population dans la précarité, on la pousse vers des comportements criminels. Là, je ne parle pas de ça, je parle de la criminalisation formelle, c'est-à-dire la transformation par le droit d'un comportement en délit ou en crime, en l'occurrence certaines formes d'immigration. Et là, je pense qu'il faut dire deux choses. C'est qu'effectivement, en Suisse, on a observé, à partir du début des années 80, le retournement du droit d'asile, c'est-à-dire sa transformation en outil de production de l'illégalité migrante, avec des taux d'acceptation des demandes d'asile qui ont drastiquement chuté à ce moment-là, et qui, on
placer un grand nombre d'immigrés dans cette situation d'illégalité. Ensuite, on a un certain nombre de modifications légales, pour la plupart qui sont apparues à partir des années 2000, qui ont renforcé l'outillage judiciaire pour combattre cette immigration dite irrégulière, illégale, dite indésirable, etc. Je pense au particulier à la loi sur les étrangers qui a été votée en 2005, à l'expulsion judiciaire obligatoire qui a été votée en 2008, à des délits comme la rupture de ban. Donc le séjour illégal, c'est un délit qui est passible d'un an de prison, voire 3 dans le cas où les autorités ont été induites en erreur. La rupture de ban qui désigne donc le fait de revenir en Suisse sur un territoire dont on a été interdit préalablement est un délit passible de 3 ans de prison. Donc voilà, toutes ces modifications légales et ces modifications de la pratique ont concrètement conduit pour les personnes étrangères sans permis de séjour à des formes de spirale de condamnation et de criminalisation, c'est-à-dire une première arrestation, une première condamnation euh, à une peine pécuniaire, une deuxième, une troisième récidive, la quatrième fois peut-être dans le cadre de la commission d'une autre petite infraction, euh, qui conduisent finalement ces personnes à se retrouver enfermés avec des peines relativement lourdes et longues et concrètement à remplir les prisons suisses majoritairement aujourd'hui. Donc pour conclure, là, peut-être juste pour vous montrer, on voit l'évolution du nombre de personnes condamnées pour une infraction au sens de la loi sur les étrangers depuis 1984. C'est donc ultra majoritairement des étrangers sans permis de séjour condamnés pour séjour illégal. Et bah là, on voit bien l'augmentation depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui et ça continue. Donc en gros, comment expliquer la situation dans les prisons, la surreprésentation massive des étrangers dans les prisons suisses? Bon, ce n'est pas lié au nombre d'étrangers, ce n'est pas lié à la criminalité des étrangers, c'est essentiellement le fait des discriminations policières et judiciaires et de la criminalisation formelle de l'immigration en tant que telle. Le fait d'être un étranger sans permis de séjour en Suisse vous offre la possibilité de commettre un certain nombre d'infractions que les Suisses ne peuvent pas commettre. Et donc, en conclusion, ces mécanismes-là, ils ont fait de la prison effectivement un outil de contrôle de l'immigration qui est aujourd'hui essentiel à la politique migratoire suisse, qui ne tiendrait pas telle qu'elle existe sans ça. À côté de ça, il y a la détention administrative dont Marc Morel va vous parler tout de suite, qui est absolument stratégique dans ce dispositif aussi. Je pense que c'est important, avant de lâcher le micro, de préciser qu'il y a un implicite racial fort derrière cette politique-là. Je l'ai précisé, les personnes qui sont visées sont ultra majoritairement originaires des anciennes colonies européennes et des marges racialisées du continent. Cette politique migratoire et pénale produit un traitement différencié de ces personnes-là, d'une part de ces personnes-là, sur la base de ce critère-là, c'est-à-dire le fait qu'ils sont originaires de pays euh, qui n'appartiennent pas à ce qu'on pourrait appeler l'espace de la blanchité occidentale. Et c'est donc sur cette base-là qu'on va produire un traitement différencié et en l'occurrence particulièrement violent d'incarcération dont on connaît les effets néfastes. Donc il y a un implicite racial particulièrement fort qui conduit à en fait reproduire des catégories raciales en Suisse, à leur donner non seulement une forme d'existence discursive, mais aussi une matérialité très concrète. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis évidemment ouvert à toute question et je me réjouis de la suite de cette discussion. Merci beaucoup. Donc, on va encore écouter la présentation de Marc Morel et ensuite on passera aux questions. Donc, je donne tout de suite la parole à Marc et je vous laisse aussi vous présenter avant de commencer votre présentation. Voilà. Ça y est, on m'entend? Super. Donc, moi, je suis Marc Morel, coprésident de la Ligue des droits humains Genève. Peut-être rappeler que la LSDH Genève est une association exclusivement composée de bénévoles qui ne perçoit aucune subvention, qui se bat contre toutes les discriminations, avec un accent particulier à Genève, en Suisse, mais également partout dans le monde, et qui est composée de 2 commissions de travail pérennes, 2 commissions de terrain, donc une qui fait des visites dans les établissements de détention pénale, donc principalement Chandolon, La Brenna et Curabilis à Genève, des fois aussi à l'extérieur du canton, et puis une commission dévolue à la détention administrative, dont les membres se rendent au moins une fois par mois dans chacun des 2 établissements concordataires qui sont situés
à Genève, que sont Favra et Frambois. Donc 2 établissements qui sont situés à Genève, mais concordataires pour Genève, Vaud et Neuchâtel. Et je vais spoiler tout de suite un petit peu. Ce qu'on constate, c'est que déjà, l'immense majorité des personnes placées en détention administrative le sont par Genève et Vaud, quasiment jamais par Neuchâtel. Ça permettra de revenir ensuite sur les questions de choix politiques hein, qui guident le placement en détention administrative et le fait qu'on y recourt ou pas et comment on y recourt. Euh, Rappeler peut-être en guise de préambule quand même que la Ligue des droits humains Genève est opposée à la détention administrative sur son principe même, puisqu'il s'agit pour nous, et au regard du droit, hein, d'une mesure qui est toujours disproportionnée et donc illégitime, puisque quand on regarde l'intérêt public poursuivi, qu'on peut discuter hein, d'ailleurs, qui est de renvoyer une personne dans son pays d'origine ou dans l'État responsable de traiter sa demande d'asile, et la privation de liberté, qui est la peine la plus sévère en droit suisse, on voit bien que c'est une mesure qui n'est jamais proportionnée et qui donc ne devrait jamais être appliquée. La détention administrative est vraiment une mesure qui est vraiment caractéristique de la criminalisation des personnes migrantes et des requérants d'asile. Hein. C'est vraiment, vraiment, et pour nous, ça c'est quelque chose qui est extrêmement grave et fautif. Hein. Voilà, et c'est un choix, encore une fois, qui est fait par les autorités. Peut-être rappeler quand même ce que c'est la détention administrative. Donc la loi fédérale permet en Suisse de détenir pour une durée pouvant atteindre jusqu'à 18 mois des personnes uniquement en raison de leur statut administratif, donc en vue de leur renvoi ou de leur expulsion, toujours indépendamment de la commission d'une infraction pénale. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le souligner. On n'est jamais en détention administrative parce qu'on a commis une infraction pénale. Donc c'est quand même une forme de détention qui, pour le coup, est clairement emblématique hein, de la criminalisation des personnes étrangères et migrantes. Ce que je voudrais souligner, c'est que donc nous, on va à la rencontre hein, des personnes qui se trouvent détenues à Favra et à Frambois, et les personnes qu'on rencontre, ce sont principalement, pour ne pas dire exclusivement, des personnes extrêmement vulnérables, qui présentent d'ailleurs souvent hein, plusieurs vulnérabilités. Des personnes qui sont lourdement atteintes dans leur santé, que ce soit physique et ou psychique, et qui sont lourdement atteintes dans leur santé souvent avant la détention, mais qui, si elles ne l'étaient pas avant, vont en tout cas être impactées dans leur santé à cause de la détention administrative. Hein. Et c'est important peut-être de dire que, par exemple, le Bureau Europe de l'OMS, mais également le HCR, enfin, il y a eu de nombreuses études hein, qui ont été faites également au niveau suisse, hein, notamment par des responsables des services de médecine hein, de différents cantons, qui attestent des effets délétères de la détention administrative sur la santé des personnes qui la subissent, soit en exacerbant des atteintes préexistantes et ou en créant des nouvelles. Et puis ce qu'on constate, c'est un accès aux soins qui est très clairement insuffisant. Voilà, en gros, la présence, enfin l'encadrement médical. Alors, les systèmes sont différents de Favre et Frambois. Peut-être on pourrait y revenir dans le tour de questions. Je ne veux pas trop développer cet aspect-là. Mais en fait, il y a Frambois, qui est un établissement qui a été créé pour la détention administrative, qui est régi par un conseil de fondation qui dispose d'un service médical propre, enfin qui fait appel à des médecins externes, enfin un médecin externe qui a un système propre. Et puis Favra, qui a un établissement, un ancien établissement d'exécution de très courte peine en matière pénale, donc ce qui se fait en gros de pire en termes de conditions de détention, qui a été réaffecté depuis 2014 à la détention administrative, avec la particularité d'être rattaché directement à l'Office cantonal de la détention, donc qui est l'office chargé hein, des prisons pénales, et qui donc dépend du service médical enfin, ce qu'on appelle l'unité mobile, hein, donc qui dépend de l'Office cantonal de la détention. C'est pas qu'au niveau du médical, hein, c'est pour tout, au niveau du personnel également. Enfin, il y a plein de différences. Voilà, on pourra peut-être y revenir dans les questions. Mais donc, peu importe le système, disons, dans les deux établissements, ce qui est vraiment patent, c'est un accès aux soins qui est clairement insuffisant, avec des pathologies qui ne sont pas traitées, peu traitées, une interruption des traitements
préexistants, enfin vraiment une prise en charge médicale catastrophique. Et donc ça, c'est vraiment un constat qu'on fait à chaque visite, qu'on rencontre vraiment quasiment que des personnes très lourdement atteintes dans leur santé et avec une prise en charge très insuffisante. Je le disais, la Ligue suisse des droits humains Genève est opposée à la détention administrative sur son principe même. On pense qu'elle devrait être abolie, mais à minima, heu, on œuvre pour que les autorités respectent les standards minimaux qui devraient exister et qui devraient être appliqués et qui ne sont pas du tout appliqués à Genève. Il y a notamment des règles enfin des normes qui ont été dictées par le Comité européen pour la prévention de la torture. Et la première règle, c'est tout bête, c'est que la détention administrative ne devrait en aucun cas et en aucun aspect ressembler à la détention pénale. Alors, pour aller à Favras et à Frambois, ça ressemble à s'y méprendre à une prison, que ce soit au niveau, je dirais, de l'infrastructure, même si Frambois est peut-être un peu moins pire que Favras, mais j'invite n'importe qui s'y rendrait à me dire que ça ne ressemble pas à une prison. Et puis au niveau aussi du régime de détention avec les activités proposées, il faudrait qu'il y ait énormément d'activités, qui soient des activités motivantes. Il faudrait limiter l'espace, enfin le temps passé dans les cellules, voilà, puis qu'il y ait des activités enrichissantes. C'est pas du tout le cas à Genève, voilà. Donc ça, on pourra y revenir, hein, mais vraiment les conditions de détention ne sont pas conformes aux standards minimaux, contrairement à ce que disent les autorités. Et c'est justement le lieu de souligner la responsabilité du canton. Je vais m'intéresser à Genève en particulier, mais c'est le cas de tous les cantons. Mais Genève, qui porte déjà la responsabilité d'accueillir, hein, sur son sol les 2 établissements concordataires, c'est quand même un choix politique. Et puis le canton a tendance à dire qu'il n'a pas le choix, que la détention administrative est une obligation imposée par la Confédération. C'est absolument faux. Le texte de la loi est extrêmement clair, hein. La détention administrative est effectivement prévue par le droit fédéral, mais ce sont les autorités cantonales compétentes qui peuvent décider ou non d'y recourir. Donc c'est clairement le canton qui décide de recourir à la détention administrative. C'est un choix politique. C'est également le canton qui ordonne le placement d'une personne en détention administrative. C'est le canton qui est responsable des conditions de détention. C'est également le canton qui exécute les renvois depuis son territoire, qui exécute des renvois parfois en violation crasse du droit, hein, on y reviendra. Et puis là aussi, la loi offre une très grande marge de manœuvre, hein, au niveau de la prise en compte des situations de santé, en tout cas pour surseoir à l'exécution d'un renvoi, demander une admission provisoire. Il y a tout un tas de leviers, hein, qui existent et qui pourraient être activés par les cantons qui ne le sont jamais. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, voilà, de ramener peut-être les autorités cantonales face à leurs responsabilités. Hem, alors là, on parle détention administrative. Je vais faire un petit détour par le CFA très rapidement. Donc, comme vous le savez, j'imagine toutes et tous, mais il y a le Centre fédéral d'asile, hein, qui est ouvert au Grand Saconnet là, en juin dernier, qui vient compléter en fait ce dispositif de criminalisation des migrants. C'est-à-dire, en fait, on accueille, entre guillemets, hein, des personnes migrantes dans des conditions proches du carcéral, avec des contrôles très stricts, des fouilles, des sanctions. C'est vraiment un régime répressif, hein, qui est très connu, documenté, avec de très nombreux abus qui ont été perpétrés, hein. Là aussi, vraiment des violations de droits humains extrêmement graves, très documentées. À Genève, on a décidé d'avoir un centre fédéral d'asile. Et puis à Genève, on a choisi d'avoir un centre fédéral d'asile un peu particulier, puisqu'il se situe en bordure directe, hein, du tarmac de l'aéroport. Et puis, on a le projet sur la même parcelle, hein, d'ériger un bâtiment cantonal qui devrait être érigé en 2028, qui abritera la police internationale et de nouvelles places de détention administrative que les autorités qualifient de night stop. Donc, elles disent que ce n'est pas de la détention administrative au sens formel. C'en est, puisque la notion de night stop, juridiquement, n'existe pas. Elle ne repose sur aucune base légale. Donc, c'est bien de détention administrative dont il s'agit. Sur le site de Bois-Brûlé, il y aura 25 nouvelles places de détention administrative, avec une chose extrêmement préoccupante, c'est qu'il est prévu une cellule familiale, sachant que Genève
faut peut-être juste dire que le droit fédéral prévoit que la détention administrative peut être appliquée à des mineurs à partir de 15 ans et que Genève a très clairement légiféré hein, pour dire que Genève refusait la détention administrative de mineurs. Et puis là, il y a cette entorse hein, qui est prévue, cette brèche qui s'ouvre au prétexte que comme ce serait pour des très courtes durées, et puis l'idée c'est d'avoir les cellules familiales pour pas séparer les familles. Voilà, on pourra revenir sur la pertinence de cet argumentaire, mais en tout cas, voilà, c'est une brèche qui est ouverte. Et puis aussi avec des conditions de détention dont il est déjà prévu dans le projet de loi, hein, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le projet de loi qui le dit expressément, que les standards ne seront pas respectés vu la courte durée, donc la courte durée qui ne repose sur aucune base légale, encore une fois. Et puis on parlait hein, de dispositifs, là on peut pas faire mieux, c'est-à-dire il y a le CFA, le bâtiment cantonal, donc vraiment sur la même parcelle, et les deux bâtiments seront reliés par un tunnel souterrain hein, pour pouvoir effectuer les renvois directement. Voilà, sachant que le CFA hein, du Grand Saconnet, c'est un centre, ce qu'on appelle centage procédural. Et donc, c'est principalement des personnes qui ressortent des accords de Dublin. Je ne sais pas si tout le monde est bien au clair. Donc, c'est les personnes qui doivent être envoyées vers un autre État européen et pas vers leur pays d'origine, ou des personnes qui ont été déboutées. Et donc, l'idée est effectivement de les renvoyer. Et ce qu'on a créé, c'est vraiment un centre de renvoi. Voilà. Je ne vais pas faire trop long, juste par rapport au pénal. En tout cas, Lucas, c'était vraiment un exposé très, très intéressant. On va peut-être juste souligner un ou deux aspects. Donc, nous, on fait des visites hein, donc dans les établissements pénitentiaires du canton. Et puis, alors, tout ce qui est décrit hein, par Lucas, nous, on le voit sur le terrain. C'est très clair. C'est que l'immense majorité des personnes qu'on rencontre en prison, ce sont des personnes étrangères et ou précaires et ou racisées, souvent qui sont ciblées par des infractions, soit qui ciblent directement les étrangers, soit indirectement. Ça, c'est vraiment un constat qu'on fait sur le terrain. Euh, Puis je voudrais juste peut-être souligner un aspect, c'est que c'est pas une fatalité, cette surreprésentation des étrangers dans les prisons du canton de Genève, elle est liée à une volonté politique, c'est une politique pénale hein, qui est conduite, contrairement aussi à ce que disent les autorités, hein, qui disent souvent que finalement, donc maintenant il y a un code de procédure pénale au niveau fédéral, et puis que les tribunaux appliquent le droit, et puis que des infractions sont sanctionnées par la privation de liberté. Voilà. C'est absolument faux. Il faut savoir déjà que Genève recourt beaucoup plus à la détention, alors que Genève a plus de places de détention par personne que d'autres cantons. On a une surpopulation chronique absolument phénoménale, parce qu'il y a une surincarcération d'une certaine population. Et puis, une chose qui est peu connue, c'est que ce sont très peu les tribunaux hein, qui entérinent les décisions de privation de liberté, parce qu'en fait, le ministère public rend 92% des décisions de justice. Donc, en fait, c'est le ministère public, c'est la politique pénitentiaire décidée par le procureur général qui veut qu'on mette davantage de personnes en prison. Et là, Lucas en parlait, hein, la conversion euh, des peines pécuniaires en privation de liberté, les peines de substitution, c'est vraiment euh, à Genève, c'est près de la moitié des personnes détenues. Donc des personnes précaires qui n'ont pas les moyens de payer leurs amendes et qui se retrouvent en prison. Enfin voilà, on pourra revenir plus dans les questions, mais je voulais quand même le dire que voilà, sur le terrain, c'est très clair. Et ce que je veux dire, c'est que nous, les personnes qu'on rencontre en prison, c'est très, très, très rarement des personnes qui présentent une dangerosité. Voilà, et on l'a vu en fait pendant le Covid, hein, quand il a fallu vider les prisons, en fait, on avait pris comme critère de libérer les personnes qui ne présentaient pas de dangerosité. Donc voilà, en fait, les prisons sont vraiment peuplées de personnes étrangères précaires qui ne présentent pas de dangerosité. Voilà, je terminerai sur ça et je suis évidemment à disposition pour des questions très volontiers. Merci beaucoup, Marc, pour ces explications. Alors, on va de toute façon revenir sur plusieurs aspects concernant la détention administrative. Je crois qu'on a déjà quelques questions. Pour les personnes qui participent, faut pas hésiter à soit écrire votre question dans le chat, ou alors lever la main tout en bas à côté du smiley. Il y a une main virtuelle. Vous pouvez aussi lever la main puis prendre la parole pour poser des questions. Moi, je vais peut-être partir sur une question qu'on a reçue à l'avance, qui concerne la détention administrative. La question, c'est en fait, quelles sont les alternatives possibles à la détention administrative et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas plus utilisées, Marc?
Les alternatives, c'est tout simplement de ne pas recourir à la privation de liberté. Il y a d'autres mesures de contrainte en matière administrative, l'assignation à résidence, voilà, d'autres mesures comme ça, qui pour nous ne devraient pas exister en matière administrative, hein. Je dis, c'est aussi, voilà, donc on dénonce a fortiori la détention administrative, mais de recourir à des moyens aussi coercitifs pour renvoyer une personne, déjà, ça a un coût. Nous, ce qui nous importe, ce qui nous préoccupe, c'est le coût humain, mais ça a un coût financier absolument exorbitant. Et surtout, la détention administrative, elle n'est pas efficace. Il est démontré que toutes les autres alternatives sont beaucoup plus efficaces que la détention administrative. Euh, Puisqu'il y a des pays, par exemple, où il y a un accompagnement, hein, des requérants d'asile dès qu'ils arrivent, avec une personne un petit peu d'un système de mentorat, entre guillemets, qui va aussi accompagner les personnes si elles sont déboutées et dans le cadre de la procédure de renvoi. Et les personnes partent beaucoup plus facilement et à moindre coût. Donc en fait, les alternatives, elles existent, elles sont très simples. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont aussi en détention administrative, alors qu'en fait, on sait très bien où les trouver. Donc, on n'a pas du tout besoin de les mettre en détention administrative. Voilà, la détention administrative, elle ne répond pas à un réel besoin. Elle procède d'une volonté politique, finalement, de punir l'immigration clandestine. Voilà, et c'est vraiment un outil de gestion migratoire. C'est un espèce d'effet, enfin, en tout cas, les autorités voudrait que ça ait un effet dissuasif que ça n'a absolument pas. C'est clairement une mesure qui ne fonctionne pas. Et c'est démontré, hein, et puis on le voit aussi, la détention administrative, si elle peut fonctionner, c'est éventuellement les tout premiers jours. Donc on sait qu'une personne, en gros, quand elle va rester plus que 3 semaines, un mois en détention administrative, ça veut dire que dans 90-95% des cas, on n'arrivera pas à la renvoyer. Donc finalement, la détention administrative est détournée et revêt clairement un caractère punitif. Et si je peux me permettre d'ajouter qu'il y a des cas qui sont également documentés où, on sait que le renvoi est pas forcément un renvoi forcé, n'est pas forcément exécutoire, mais où la détention administrative est utilisée comme un moyen de pression indirectement et inassumé pour forcer les personnes qu'on souhaite renvoyer à accepter leur renvoi. Ce dont on peut évidemment imaginer les effets délétères au niveau psychologique, ce que ça fait peser comme poids sur des personnes qui sont dans des situations de détention où les cas d'automutilation, de tentatives de suicide, etc. sont, on le sait très bien, plus nombreux que dans le reste de la société. Donc il faut, je pense qu'il faut ouais, effectivement prendre la mesure du poids humain de ce que signifie une politique qui utilise de tels moyens de contrainte. Merci. Alors, je passe à une autre question qu'on a reçue aussi à l'avance, qui vient un petit peu compléter ça. Quelles garanties concrètes existent pour protéger les droits fondamentaux des détenus en Suisse? Donc, j'imagine les détenus généraux, hein, notamment l'accès aux soins et à l'information. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des façons de protéger les détenus et aussi les détenus en détention administrative? Je sais pas qui veut commencer par répondre. Ok, tu veux répondre? Je te laisse y Ouais, aller. ouais. Alors, il y a pléthore de normes qui existent, hein, que ce soit au niveau international, constitutionnel, législatif, réglementaire, des ordonnances. Au niveau, disons, les textes, même les règlements des établissements prévoient très clairement des règles, hein. Il y a les règles, même les règles Nelson Mandela, qui sont, si vous voulez, vraiment les normes minimum applicables dans le monde entier en détention, hein, voilà, prévoient un certain nombre de droits. On a dans les textes, finalement, plein de garanties qui existent, hein. L'accès aux soins, il est supposé être garanti. C'est-à-dire la Constitution, que ce soit suisse ou genevoise, est extrêmement claire. Le droit à l'information aussi, je suis content que vous posiez la question parce que c'est aussi quelque chose qu'on constate, hein, c'est que les personnes en détention administrative, elles sont pas ou alors mal informées de leurs droits. Par exemple, pour les personnes qui ressortent des accords de Dublin, il n'y a pas un contrôle automatique de la légalité de la détention, hein. Donc, devant un juge, il faut que la personne demande. Évidemment, la personne devrait être informée, hein, lorsqu'elle arrive en détention administrative. Et puis, sur le papier, il est prévu qu'elle le soit. Et dans la réalité, elle ne l'est absolument pas. Encore une fois, on va rencontrer les personnes et on rencontre énormément de personnes qui nous disent qu'elles voudraient un avocat et qui n'en ont pas. Donc, voilà, si vous voulez, au niveau des textes, les garanties existent. Le problème, c'est la mise en œuvre des textes et la question vraiment de l'effectivité des droits des personnes détenues. Et ça, c'est effectivement,
c'est aux politiques de prendre la mesure de la gravité des lacunes qui existent et puis surtout de la situation laquelle se trouvent ces personnes. Et lequel soulignait, je crois que je l'ai aussi, j'espère en tout cas suffisamment souligné, vraiment les personnes qui sont en détention administrative ou les personnes étrangères qui se trouvent en détention pénale aussi, hein, pour des infractions bagatelles finalement, donc de peu de gravité. euh, Ce sont des personnes qui sont, encore une fois, très lourdement atteintes dans leur santé et la réponse de la société ne devrait pas être la privation de liberté, selon nous. Et donc, il faut que les autorités œuvrent tout simplement pour respecter les droits fondamentaux qu'elles ne respectent pas. Les textes existent, les normes existent, mais elles ne sont pas respectées. Ouais, je rajouterais peut-être que, effectivement, là, Marc, merci d'avoir cité les bases juridiques. Concrètement, dans les faits, là où il arrive que des personnes fassent respecter les droits des personnes détenues, c'est là où il y a un tissu associatif actif, généralement composé de bénévoles, dont Marc fait partie, qui se battent pour faire respecter les droits de ces personnes face à une, une- une armée, si j'ose le dire comme ça, de professionnels qui, eux, sont rémunérés pour faire le travail inverse. Donc concrètement, on voit très bien dans les villes où il y a un tissu associatif très actif sur ces questions-là, on arrive plus ou moins à garder la tête hors de l'eau, mais il y a des coins plus reculés de la Suisse où il n'y a pas la Ligue suisse des droits de l'homme, où il n'y a pas Amnesty International, où il n'y a pas personne qui va visiter les prisons. Et dans ces prisons-là, se passe aussi voilà, des choses très graves. Donc concrètement, c'est ça qui se passe. Merci. On a une question dans le chat, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, hein, je vous la lis. Est-ce que vous auriez des informations, des statistiques ou connaissances de certains mécanismes liés à la discrimination avec des personnes migrantes incarcérées sous l'article 59, détention renouvelable sans date limite sur la base de troubles psy? Euh, je peux dire quelques mots, mais peut-être. Alors effectivement, donc l'article 59 du Code pénal, ça concerne donc les mesures thérapeutiques institutionnelles de traitement des troubles mentaux, qui sont effectivement particulièrement problématiques parce qu'elles ouvrent la voie à la prolongation d'une détention sur la base de l'évaluation de la dangerosité d'une personne. Euh, et donc, voilà, c'est critiqué comme une procédure qui peut être arbitraire, etc. Euh, je précise que, contrairement à la détention pénale régulière, concernant les mesures thérapeutiques, là, ce sont les Suisses qui sont majoritairement concernés. Et effectivement, on peut imaginer enfin, disons, vu ce qu'on observe ailleurs, on peut tout à fait imaginer qu'il y a une perception de la menace qui peut être renforcée, notamment par des stéréotypes raciaux. Euh, voilà, récemment dans l'actualité, le cas de la mort de Nzoï à la gare de Morges qui vient renforcer ce type d'argument. J'aurais de la peine à en dire plus ou à détailler plus cette question. Marc, je ne sais pas si tu veux. Faut ouvrir le micro, Marc. Pardon. Non, les mesures, c'est effectivement quelque chose de très préoccupant puisque ça repose sur un contrôle périodique, hein, comme ça, de la dangerosité estimée d'une personne. Et puis, c'est très documenté, hein, quand même, disons, les lacunes dans l'exercice de ce contrôle. Et puis, en gros, l'équation, c'est quand même qu'une personne qui se trouve sous mesure, ben, elle va à peu près jamais sortir de détention, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui est dénoncé, hein, par beaucoup de professionnels aussi de la santé, enfin voilà, qui demandent une refonte, hein, du régime, en tout cas, qui entoure les mesures. Nous, on rencontre quand même aussi des personnes, hein, étrangères qui subissent une mesure, hein, notamment à Curabilis. Voilà, alors c'est vrai que malheureusement, j'ai pas tellement préparé, sinon je serais allé un peu regarder plus en détail. Mais ce qui est sûr, c'est que de manière générale, c'est un dispositif qui laisse place à un certain arbitraire et c'est assez dangereux dans un état de droit, quoi. Donc c'est vrai que ça mérite une attention particulière. Voilà, sachant que les personnes sous mesure, au bout d'un moment, elles sortent aussi. Il n'y a plus d'avocats dans la course, il y a plus, enfin voilà, il y a aussi un, un isolement et une absence de contrôle. Le seul contrôle qu'il y a, c'est l'expertise psychiatrique qu'il va y avoir à intervalles plus ou moins réguliers. Et voilà, et la nature de cette expertise psychiatrique, ses modalités, c'est vraiment quelque chose qui doit nous questionner dans un état de droit.
Sur le fonctionnement de l'argument, c'est quand même, je pense honnêtement que c'est un des rares endroits où c'est assumé par le droit suisse qu'on est dans une gestion préventive de la criminalité. C'est-à-dire qu'on on punit pas, on anticipe la potentialité. Donc c'est une réflexion qui est totalement différente et particulièrement marquée par un aspect sécuritaire. Merci. On a Clara qui a levé la main. Vous voulez prendre la parole pour poser une question? Oui, volontiers. Moi, j'avais une question. Quand vous parlez des autorités cantonales, on comprend bien donc que c'est une volonté politique, non pas de la fédération, mais du canton. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu qui c'est? Vous avez parlé du ministère public, du procureur général. J'ai juste besoin de comprendre un petit peu plus en détail de qui on parle. Ouais, alors il y a deux choses au niveau de la surincarcération, hein, des personnes étrangères en détention pénale. C'est effectivement une question de politique pénale telle qu'elle est conduite. Donc ça, c'est principalement le procureur général, hein, et du coup les procureurs. Également aussi, hein, les tribunaux, on pourrait revenir. C'est aussi pour partie même les services, hein, de l'État. Donc c'est aussi la magistrate en charge. Et puis détention administrative, alors c'est très clairement, en l'occurrence maintenant la magistrate, mais bon, le magistrat ou la magistrate en charge de la sécurité, qui a sous sa responsabilité l'OCPM, hein, par exemple. Donc quand on décide d'ordonner un placement, c'est une décision qui est clairement politique. Donc présentement, c'est clairement la magistrate en charge de la sécurité. On parle aussi du profilage racial, hein, par exemple, qui explique que beaucoup de personnes migrantes se retrouvent aussi en détention pénale. Là aussi, hein, la police, elle est sous l'autorité du département de la sécurité. Donc voilà, il y a effectivement une responsabilité politique, principalement du département de la sécurité, mais aussi de manière générale du Conseil d'État et des députés qui votent les lois. Enfin, moi, on appelle aussi beaucoup à la responsabilité des députés, hein, qui votent des lois et qui pourraient tout à fait, par exemple, décider qu'à Genève, on ne recourt pas à la détention administrative. Voilà, et ce n'est pas fait. Donc, il y a une responsabilité politique, effectivement, qui est lourde. Au niveau des procureurs généraux, effectivement, donc, ce qui concerne la détention pénale, c'est effectivement je dirais, les premiers responsables les plus directs s'il fallait en désigner. Et je trouve intéressant de noter à ce niveau-là que dans le canton de Neuchâtel, le procureur général Pierre Robert, si je ne me trompe pas sur son prénom, déclarait il y a maintenant quelques mois dans la presse, je crois que c'était à Forum, que finalement un peu comme s'il était un peu démuni en disant que bien sûr que nos prisons sont devenues des outils de gestion de l'immigration, euh, le code pénal nous offre pas d'autre manière de traiter ces personnes-là, puisqu'il y a le manque de garantie de représentation, risque de fuite, ces personnes n'ont pas les moyens de payer les amendes. Donc finalement, le discours du procureur est peut-être dire un peu, euh, il nous reste que la prison pour ces personnes-là. Donc évidemment, on les met massivement en prison. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir ce que disent ces personnes parce que finalement c'est très éloquent. Dans le canton de Genève, on a peut-être une petite différence là avec un procureur général, Olivier Journeau, qui est très politiquement marqué, on va dire, sur la droite du Parti libéral, euh, qui mène, lui, une politique assumée de ce qu'il va appeler de lutte contre la petite criminalité de rue, qui utilise de façon assumée le droit des étrangers voilà, pour aller taper, hein, enfermer des personnes pour ce motif-là. Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques années, une polémique autour des directives qu'avait formulées le procureur Journeau sur l'incarcération et les barèmes d'incarcération liés aux infractions aux droits sur les étrangers. Donc voilà, il y a quand même à certains endroits une politique pénale assumée. Et effectivement, ensuite viennent tous les acteurs dont parle Marc. Peut-être Merci. juste un tout petit point, c'est quand même aussi la question de comment la société répond à des problématiques sociales et sociétales. Moi, j'ai été particulièrement marqué, puis en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de situations, mais une visite il y a vraiment longtemps en détention pénale, puis en fait, on a rencontré beaucoup de gens dans l'intervalle, mais je vous parle très longtemps, c'était une personne évidemment migrante et racisée et précaire, hein, euh, qui était en détention parce que, pour violation de domicile, parce qu'elle n'avait pas de domicile et qu'elle dormait dans un hall d'immeuble, et puis en fait, ça s'est généralisé, hein, maintenant c'est une pratique courante, en fait, au lieu de permettre aux personnes d'avoir un toit, bah, la réponse de la société
à Genève, c'est de mettre ces personnes en prison. Donc il y a vraiment quand même ces questions-là qui sont des questions de société qui devraient vraiment être discutées. On a ça aussi dans la lutte, hein, contre la consommation de crack et voilà, par exemple. On voit qu'il y a une réponse sécuritaire qui est apportée. Heureusement, pas que, mais c'est évidemment une réponse sanitaire qui devrait être apportée. La question, c'est comment on fait pour que l'état de santé de ces personnes s'améliore et certainement pas comment on va les réprimer et les sanctionner pour troubler l'ordre public, parce qu'elles sont considérées simplement comme les personnes qui troublent l'ordre public. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir du politique de manière générale sur comment la société répond à certains problèmes et aussi à l'immigration clandestine. Je veux dire, la migration, c'est une réalité et la question, c'est comment on s'en saisit. Et c'est clair qu'en Suisse et à Genève, on a choisi de réprimer lourdement l'immigration. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer, mais c'est un véritable changement de paradigme, hein, qu'il faut intégrer. Et là, on le voit avec maintenant l'ouverture du CFA. Enfin, ça va pas dans le bon sens, mais je pense qu'il faudrait vraiment mener une véritable réflexion sur ces questions-là. Je- je- J'abonde encore dans ton sens avec un exemple qui me vient d'un cas que j'ai trouvé particulièrement marquant dans le canton de Genève. Il y a eu cette situation où, c'était une année 2000, 2020, 2021, un certain nombre de mineurs non accompagnés qui ne demandaient pas l'asile sont arrivés dans le canton. Ont pu bénéficier des structures mises en place par le service de la protection des mineurs. Il se trouve qu'il y a également un certain nombre de jeunes majeurs de 19-20 ans qui sont arrivés à Genève à cette période-là, également seuls, et qui se sont retrouvés, notamment en période de Covid, etc., se sont retrouvés seuls dans les rues, à dormir dans les rues pendant des semaines, voire des mois. Ces jeunes hommes, au bout de quelques semaines, mois, finalement n'en peuvent plus de cette situation. Vous pouvez demander aux travailleurs sociaux qui travaillent dans la rue. On dit que c'est à peu près un mois de vie dans la rue avant de développer les premiers troubles psy. Donc effectivement, c'est très difficile. Et donc ces personnes-là se sont fait passer pour des mineurs et ont ensuite été condamnées pour ça. Ont été enfermés à Chandelon pour des durées variables pour infraction à la loi sur les étrangers et usage indu de prestations de l'aide sociale. Donc, faut juste effectivement être clair que quand on regarde les statistiques de la criminalité et des détenus, on parle beaucoup, souvent de ce type de profil-là, c'est-à-dire de ce type de criminalité-là. Il ne faut pas voilà, euh, donner une image fantasmée de ce que c'est la criminalité en Suisse. Merci. On a encore une question de la rédaction de Voix d'Exil. Est-ce que vous avez des informations sur le comportement des équipes de sécurité du personnel pénitentiaire sur la manière dont elles traitent les personnes incarcérées en détention administrative? Marc, peut-être? Oui, je suis pas sûr de bien avoir compris la question du personnel sécuritaire. C'est-à-dire, vous parlez des gardiens? Moi, j'imagine que c'est ça, oui, la sécurité qui encadre les personnes en détention administrative. Ouais, alors il faut savoir que normalement, hein, donc le personnel pénitentiaire en détention administrative, ça ne devrait pas être des gardiens de prison au sens strict, hein, ce qui avait été pensé lors de la création du modèle Frambois, qui encore une fois est loin d'être un exemple, un modèle idéal comme parfois on peut l'entendre. C'était quand même que on allait chercher du personnel issu d'une formation sociale, enfin avec une autre formation de médiation interculturelle, enfin voilà, et puis à qui on dispensait une formation sécuritaire, parce qu'évidemment la composante sécuritaire, elle n'est pas niée par les autorités. Ce qu'on constate, c'est que depuis plusieurs années, il y a un glissement et que maintenant l'accent est mis sur le profil sécuritaire. Il y a aussi une délégation de compétences, hein, puisque maintenant il y a aussi des veilleurs de nuit qui viennent de ces compagnies de sécurité privées externes qui finalement font pas de la veille de nuit, mais sont aussi du personnel pénitentiaire. Et puis alors là, on peut revenir sur la distinction sur le Favra et Frambois. Alors Favra, c'est vraiment tous les gardiens sont des gardiens qui sont issus de Chandelon et de la Brenna, hein, qui arborent de très beaux uniformes Chandelon, hein, pendant qu'ils sont à Favra. Donc il y a vraiment une confusion et une absence de compréhension, hein, de la distinction qui devrait être radicale, hein, en détention administrative et détention pénale.
Après, nous, on n'est pas là pour blâmer, disons, les personnes. C'est le système qui est gravement dysfonctionnel. Dans ce système, il y a des personnes qui font plus ou moins bien leur travail. Voilà. Mais c'est clair que la façon dont les personnes migrantes qui se retrouvent incarcérées en détention administrative sont encadrées euh, n'est pas du tout satisfaisant et pas conforme à ce que devrait être les détention administrative. Hein. Là aussi, il y a des standards qui existent, qui expliquent très bien, par exemple, que les agents ne devraient pas être armés même de matraques ou de choses comme ça. Je veux dire, quand vous arrivez même à Frambois, vous voyez du personnel sécuritaire, il n'y a pas de doute, alors que normalement, ça ne devrait pas être en tout cas visible, ça devrait être plutôt de l'accompagnement, de l'encadrement psychosocial. Or, là, on est vraiment dans une logique sécuritaire, même si, encore une fois, il faut quand même le dire, il y a des personnes qui font bien leur travail, qui peuvent être à l'écoute, voilà, mais c'est pas le rôle premier qui est le leur, alors que ça devrait l'être, et en tout cas, elles n'ont pas la formation appropriée. Voilà, il faudrait des personnes qui soient formées pour être un véritable soutien pour les personnes, plutôt que de veiller à ce qu'elles respectent simplement le règlement intérieur, que les autorités, elles, ne respectent absolument pas. Je ne sais Et pas on si vous j'ai a... répondu, je complète volontiers si j'ai répondu à côté ou si c'était pas... Moi, je crois que ça a l'air bien. Moi, j'avais juste encore peut-être une question conclusive. En vous écoutant, moi, j'ai l'impression que, en fait, les personnes en détention administrative, puis enfin, les personnes étrangères en détention administrative, en détention pénale, elles n'ont pas vraiment les mêmes droits, et que finalement, celles en détention administrative, elles ont l'air d'avoir presque aussi moins de droits que les personnes, ou de protection que les personnes en détention pénale. Ouais, alors, les personnes en détention pénale, donc elles ont des droits qui sont clairement violés hein, de manière grave, hein, ne serait-ce que par les conditions de détention, mais pas que par les infractions qui sont poursuivies par le simple fait même qu'elles se retrouvent en détention hein, pour des infractions bagatelles, encore une fois. Euh, Il y a aussi, hein, là on n'a pas vraiment développé, mais au niveau de l'accès aux droits des personnes détenues dans les prisons pénales à Genève, on est quand même très très loin du compte. Il y a un accès au service social qui est très insuffisant, un accès au service médical aussi très insuffisant, parce que détention pénale, là aussi, hein, les principales préoccupations qu'on a, c'est concernant l'accès aux soins, qui est clairement défaillant. Également, avec un recours massif en détention provisoire, hein, comme le disait Luca, et en détention provisoire, notamment l'accès aux soins est vraiment catastrophique, alors qu'il est démontré que la détention provisoire, comme la détention administrative hein, d'ailleurs, devrait être appliquée en dernier recours quand il n'y a pas d'autres moyens. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est utilisé de manière massive. Et ce qui est démontré, c'est que la détention provisoire, elle a aussi des effets délétères graves sur la santé des personnes qui la subissent. Mais effectivement, ça on le retrouve aussi par exemple au niveau du contrôle qui peut être exercé par les juges. Il y a quand même certaines garanties, disons, qui existent en matière pénale parce qu'il y a justement ce volet aussi répressif, un punitif assumé, si je puis dire, qu'on ne retrouve pas en détention administrative. Et c'est vrai que la détention administrative, c'est un petit peu un no man's land juridique et il y a vraiment de très graves lacunes. On le voit, par exemple, les avocats. Il y a beaucoup d'avocats pénalistes qui sont formés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à faire respecter les droits de leurs clients, mais en tout cas, ils sont outillés, disons, pour pouvoir en tout cas essayer de défendre convenablement les personnes. En détention administrative, les avocats et avocates qui vraiment connaissent le domaine, on les compte sur les doigts d'une main. Voilà, c'est un système avec des avocats de permanence qui, la plupart du temps, il faut le dire, ne connaissent absolument pas. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement que c'est un domaine qui est complètement méconnu. Donc, effectivement, la détention administrative, parce que le caractère punitif et de sanction n'est pas assumé, elle est encore plus dangereuse en termes de respect des droits. Et c'est souvent d'ailleurs des personnes, hein, comme le but, c'est de les renvoyer. Il n'y a pas d'objectif de réinsertion, il n'y a rien. Enfin voilà, le but, c'est quand même d'essayer de les faire passer sous les radars. Et là, on le voit, je crois que c'est très emblématique hein, ce qui va se passer avec ces nouvelles places des détention administratives adjacentes au CFA avec le tunnel souterrain. Le but, c'est que ces personnes, on ne les voit pas. Et puis, je voudrais dire aussi, par exemple, nous, on fait une visite au moins tous les mois, des fois plus s'il y a besoin. Mais enfin, on n'arrive pas à aller tous les jours hein, en détention administrative. Donc, il y a beaucoup de personnes qui potentiellement passent sous nos radars à nous aussi. Donc voilà, c'est vrai que la détention administrative, c'est vraiment en termes de respect des droits fondamentaux, il y a des enjeux majeurs. Mais pour nous, hein, c'est très clair, c'est que la meilleure façon
que les droits fondamentaux des personnes migrantes soient respectés, c'est qu'on abolisse la détention administrative tout simplement, puisqu'en tant que telle, elle induit des violations des droits, Lucas, intrinsèquement. Lucas, je vous donne le mot Peut-être de la juste fin, peut-être, ouais. surfer sur ce que vient de dire Marc et sur votre question. Je pense qu'effectivement, enfin, ça va être un propos peut-être un peu général, mais on parle beaucoup de la détention administrative parce que les personnes qui y sont enfermées, comme l'a dit Marc au début de la discussion, ne sont pas condamnées pour des infractions au code pénal, ne sont pas, disons, c'est de la détention administrative. On parle peu de la détention pénale à ce niveau parce que la société a accepté l'idée qu'on allait punir ces personnes qui sont considérées comme des coupables. Alors, coupable de quoi? Bon, bah, je vous ai donné un exemple avant. On pourrait dire d'être un immigré et d'être pauvre, mais disons coupable. Et à ce titre, sujet à l'infliction de violences. Et la question du droit en détention pénale, elle est évidemment très compliquée. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus depuis des décennies et parmi les plus grands philosophes du monde, hein. Comment faire rentrer un espace comme la prison, qui est un espace qui repose sur la violence et sur l'infliction de souffrance, comment faire rentrer cet espace dans le cadre du droit? C'est très très compliqué. C'est peut-être même impossible finalement. Il y a toutes ces questions qui se posent. La société, au fond, quelque part accepte, peut-être je l'encourage à y repenser, mais accepte l'infliction de cette souffrance-là. Donc c'est peut-être pour ça on se scandalise moins des conditions de détention en détention pénale qui sont évidemment terribles, qui conduisent des personnes au suicide régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Ben, on arrive déjà à la fin de ce point presse, donc merci à tous les participants. Et puis je redonne la parole aux organisateurs pour conclure. Merci Marie et merci beaucoup à Luca et Marc pour cette séance très importante et informative. Et au nom d'Asile.ch et du UNHCR and Move, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce point presse. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sujets en lien avec l'asile et l'immigration, vous pouvez bien sûr nous contacter, contacter Vivre Ensemble ou le UNHCR and Move aux deux adresses que vous voyez affichées et que vous recevrez aussi plus tard par email. Et vous pouvez aussi contacter directement nos experts d'aujourd'hui, Luca et Marc, vous avez leur contact aussi. Et l'enregistrement vidéo sera en ligne cet après-midi ou au plus tard demain matin. Et on vous enverra un mail, comme avait dit Elodie au début, avec ces informations, les slides de présentation. Et voilà. Et avec ça, je vous remercie encore une fois d'avoir passé cette heure avec nous et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Très bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.